I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. 9 Syriens tués et d'autres blessés dans un bombardement par l'occupation israélienne. La vague de frappes aériennes menée tard mercredi soir a été l'une des plus fortes contre la Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. Les attaques avaient pour cible notamment la base aérienne de Hama et un centre de recherche scientifique situé dans le quartier Belzeh de Damas. بسبب استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تواجد ل6 مروحيات متواجدة في الأجواء عملت على استهداف المدنيين الذين يقاومون دخول الاحتلال الإسرائيلي. Une attaque, la première de cette intensité depuis la signature d'une nouvelle déclaration constitutionnelle qui établit, entre autres, une période transitoire de 5 ans. فإننا نرجو أن تكون مسودة الدستور رافعا ناهضا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار وإعادة البناء الوطني والحياة إن شاء الله. Le président par intérim syrien Ahmed Shara a par ailleurs aussi annoncé samedi soir la formation d'un nouveau gouvernement sans premier ministre. Avec nous à partir de Damas, Madame Bahia Mardini, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes membre du comité chargé de rédiger la déclaration de la nouvelle constitution syrienne. سيدة بهية مارديني شكرا لحضوركم معنا سيدتي. Madame Mardini, après plus d'une décennie sanglante de conflits, la Syrie se trouve devant une déclaration constitutionnelle qui a toutefois suscité beaucoup de contradictions. سيدة بهية مارديني، بعد أكثر من عقد من الصراع تجد سوريا نفسها أمام إعلان دستوري جديد. ما تفسيركم سيدتي للجدل والانتقادات الناتجة عن هذا الإعلان؟ أولا شكرا للاستضافة. ثانيا من الطبيعي Merci pour votre invitation. En fait, il est tout à fait naturel qu'un peuple ayant vécu sous le joug du régime syrien et sous le règne de Hafez ou de Bachar al-Assad manifeste une telle dynamique sociale. En réalité, ce que j'ai pu observer lors de la proclamation de la déclaration constitutionnelle m'a profondément réjoui en tant que Syrienne, car cela témoigne d'un véritable engagement et d'une interaction significative de la part du peuple syrien. Toutefois, et durant cette période, j'ai constamment exhorté tout un chacun à lire attentivement cette déclaration car elle constitue la clé de la résolution de la crise syrienne. En d'autres termes, la déclaration constitutionnelle s'inscrit dans une feuille de route qui a débuté par la proclamation de la victoire, suivie du dialogue national, lequel visait à jeter les bases d'une nouvelle place à travers plusieurs recommandations. Cette déclaration a ensuite instauré une instance de transition et prévu également la mise en place d'une commission constitutionnelle chargée d'élaborer la constitution permanente du pays. C'est dire qu'elle a pour vocation d'organiser cette période transitoire qui s'étendra sur plusieurs années jusqu'à ce que le comité constitutionnel adopte le texte définitif de la constitution. مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات، أليست هذه المرحلة طويلة ولماذا 5 سنوات؟
Nous, les 7 membres du comité constitutionnel ou encore le comité d'experts chargé de rédiger la déclaration constitutionnelle, avons examiné minutieusement la durée la plus appropriée pour la période de transition. Aujourd'hui, il existe un gouvernement, une assemblée populaire et une période déjà prolongée de transition institutionnelle. Il était donc essentiel que la durée de la période transitoire soit en adéquation avec ces éléments, afin que tout soit fin prêt pour une période de 5 ans, délai que nous avons jugé approprié au regard des circonstances et des réalités politiques actuelles du pays. En effet, nous avons pris en considération les normes internationales ainsi que la conjoncture politique et c'est cette durée qui nous est apparue la plus pertinente afin de permettre la maturation de la transition et des travaux du comité constitutionnel, lequel devra élaborer la constitution permanente qui sera ensuite soumise à référendum auprès du peuple syrien. Plusieurs axes et défis incombant à la présidence durant cette période transitoire, 5 ans me semble être un laps de temps raisonnable compte tenu de la situation que traverse le pays. Quels sont les principaux défis auxquels fait face aujourd'hui la Syrie, Madame Bahia Mardini? Et je rappelle que vous êtes membre du comité chargé de rédiger la déclaration de la nouvelle constitution syrienne. تفضلي سيدة بهية مارديني. شكرا جزيلا على هذا السؤال. السؤال جدا مهم. Franchement, merci pour cette question, d'une grande importance d'ailleurs. Parmi les nombreux défis à relever, le premier est celui des sanctions, qu'elles soient européennes ou américaines. Aujourd'hui, l'ère du régime de Bachar al-Assad est révolue, lui qui fut la cause principale de ces sanctions, lesquelles ont frappé l'ensemble du peuple syrien. En effet, comme nous avons pu le constater, ni l'ancien président syrien, ni son régime déchu n'ont eu réellement souffert. Par conséquent, le régime des sanctions actuelles pénalise avant tout la population syrienne. Il est donc impératif que l'Union européenne et l'administration américaine, face à la réalité du peuple syrien et aux défis économiques auxquels il est confronté, contribuent à la levée de ces sanctions qui constituent un obstacle majeur pour la Syrie. Le système SWIFT est lui aussi lié à ces sanctions. Tant qu'elle reste en vigueur, il est impossible de recevoir l'aide économique promise par les Nations Unies et par les pays donateurs. Toutes ces aides et ces fonds dont il est question ne pourront être bloqués tant que ces restrictions ne sont pas levées. Il en va de même pour la question des salaires. Comment les verser à l'ensemble des fonctionnaires alors que le régime des sanctions continue d'étouffer le peuple syrien? Il est crucial de donner à ce nouvel État, encore fragile et en proie à d'immenses souffrances après 14 années sous l'ancien régime et près de 6 décennies sous les régimes successifs de Hafez et Bachar al-Assad, la possibilité d'offrir au peuple syrien tout ce qu'il peut. Lors de mes 2 visites à Damas, alors que j'étais auparavant interdite de voyager en Syrie, le régime ayant émis contre moi 2 mandats d'arrêt pour la seule raison que j'étais journaliste et que j'exprimais un point de vue dissident, j'ai pu constater, après la chute du régime, une volonté sincère de la part du nouveau gouvernement, qu'il s'agisse du gouvernement de transition ou des représentants de la présidence syrienne actuelle. Il existe une réelle détermination à traiter les affaires syriennes avec sérieux. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à œuvrer pour la levée de ces sanctions qui représentent le principal défi non seulement pour le peuple syrien, mais aussi pour tout gouvernement à venir. Madame Bahia Mardini, vous évoquez un instant les sanctions qui devraient être levées. Toutefois, d'autres défis s'imposent aujourd'hui à la Syrie, tels que la constitution d'une armée et la protection de la totalité du territoire syrien. سيدة Bahia Mardini, تحدثتم عن العقوبات ولكن هنالك تحديات أخرى من بينها إنشاء جيش سوري قوي والحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري. نعم، هذا منوط بوزارة الدفاع.
Cela relève en effet du ministère de la Défense. Pour ma part, je parle de la question des sanctions dans sa globalité, de l'impact que j'ai pu observer moi-même sur le peuple syrien. S'agissant de l'unification des factions, je crois savoir que le ministère de la Défense a tenu plusieurs réunions à ce sujet. Mais je ne suis pas spécifiquement informé des aspects militaires. Et en tant que Syrien civil, je préfère ne pas m'immiscer dans ces questions. Toutefois, je suis convaincu que le gouvernement syrien et le ministère de la Défense ont la capacité d'y faire face. D'ailleurs, la déclaration constitutionnelle a également établi que le président syrien est le commandant en chef de l'armée et des forces armées. À ce titre, il me semble être la seule personne en mesure de rassembler ces factions et tout porte à croire, selon ce que j'entends et ce que j'observe avec pragmatisme, qu'il en est pleinement capable. على كل حال هذا البند انتقد من طرف بعض الجهات سيدة بهية مارديني. C'est un aspect qui a été aussi contesté par certaines parties en l'occurrence. Ceci est considéré comme une forme de monopole du pouvoir. ما ردكم على هذه الانتقادات؟ En réalité, parvenir à un consensus est une tâche ardue, particulièrement en cette période. Nous traversons une phase extrêmement difficile où il est complexe pour quiconque d'assumer des responsabilités dans la gestion des affaires publiques. Pour ma part, je m'investis avec sincérité en tant que Syrienne, mais la difficulté de cette période transitoire réside dans le fait que chacun cherche à jouer un rôle dans la Syrie de demain, chacun se considérant apte et légitime. Toutefois, ce qui me préoccupe avant tout, c'est la situation du peuple syrien. Lors de mon voyage en Syrie, j'ai constaté de mes propres yeux que ma nièce devait étudier à la lueur d'un téléphone portable, faute d'électricité. Certes, la situation s'est légèrement améliorée grâce aux aides du Qatar, mais il reste encore du pain sur la planche. C'est pourquoi j'appelle le peuple syrien à adopter une attitude constructive et à ne pas entraver le processus de reconstruction. Il est naturel que chacun exprime ses préoccupations et partage ses opinions. Prenons un exemple concret. Certains ont affirmé que la question de la souveraineté n'avait pas été mentionnée dans la déclaration constitutionnelle, alors même qu'elle figure explicitement dans son préambule. Nous avons évoqué par exemple la conférence de la victoire, dont le communiqué historique a consacré la victoire de la révolution syrienne et la restitution au peuple de son pouvoir de décision et de sa souveraineté sur son territoire. Par ailleurs, de nombreux articles abordent la question des libertés, même si certains estiment qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant dans le texte. Je constate également que certains cherchent, d'une manière que j'essaye d'exprimer avec diplomatie, à affirmer leur présence en suscitant des controverses. Or, toute contribution est la bienvenue, à condition qu'elle s'inscrive dans une démarche constructive et non dans une critique stérile qui ne mène à rien. La déclaration constitutionnelle a été promulguée et je suis ouverte à toutes les opinions. Il ne s'agit pas d'un texte immuable, il est tout à fait possible de le modifier dans l'intérêt du peuple syrien, à condition d'obtenir l'approbation des 2/3 des membres de l'Assemblée populaire. Par ailleurs, un projet de constitution permanente sera élaboré pour l'avenir du pays. Et il s'agira, je l'espère du moins, d'un texte solide qui sera soumis à référendum auprès du peuple syrien. Ainsi, tournons-nous vers l'avenir. Le peuple syrien ne peut être son propre ennemi. Nous avons besoin de l'engagement de tous. Saïda Bahia Mardini, membre du comité chargé de rédiger la déclaration de la nouvelle constitution syrienne, vous êtes avec nous à partir de Damas. انت معنا من دمشق سيدة بهية مارديني. بطريقة دبلوماسية يعني قدمتم أو وضحتم الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثتم عن أخبار زائفة وعن هول التحريض وعن حجم المكائد ضد سوريا. كل هذا من طرف من سيدة بهية مارديني. Vous avez parlé de tentatives de déstabilisation contre la Syrie. Ceci est diligenté par qui précisément, Madame Bahia Mardini? أيضا شكرا على هذا السؤال. هناك
Je vous remercie pour cette question. Il est étonnant de constater la propagation massive de rumeurs. Et bien que je ne dispose d'aucun élément tangible pour en identifier l'origine, je ne peux, à mon grand regret, accuser qui que ce soit. Toutefois, lorsqu'une personne affirme, par exemple, qu'un évêque a été assassiné et que je le rencontre le lendemain bien vivant, que faut-il en conclure? Cela signifie qu'il y a des individus qui diffusent volontairement de fausses informations dans le but de nuire à cette phase de transition et à la sécurité publique, en cherchant à faire croire que les autorités ne contrôlent pas l'ensemble du territoire syrien. Les rumeurs ne concernent pas uniquement cet évêque. J'ai moi-même entendu dire que certains de mes amis avaient été tués et que leurs corps avaient été transportés pour finalement les retrouver en vie lors de mon séjour en Syrie. Honnêtement, j'ignore qui propage ces rumeurs, les relaie et y croit, mais j'appelle tout un chacun à faire preuve de responsabilité en s'abstenant de diffuser des informations non vérifiées et en s'assurant toujours de la fiabilité de leurs sources. L'agence de presse Sana s'efforce autant que possible de faire montre de transparence. De plus, il existe un porte-parole, Mohamed Faisal en l'occurrence, dont j'ai entendu parler, ainsi qu'un nouveau gouvernement en cours de formation. L'instauration de la stabilité est donc imminente. Dans la mesure de nos moyens, nous tenons, par des initiatives individuelles, de sensibiliser sur l'impact négatif des rumeurs et de la désinformation sur la population. Des documents ont été falsifiés, des faits ont été déformés, des accusations gratuites ont été portées contre certaines personnes. Ce qui m'étonne le plus, c'est que certaines de ces rumeurs ont été partagées par des personnes influentes, ce qui est d'autant plus préoccupant. Madame Bahia Mardini, vous avez donc rendu publique cette déclaration de la nouvelle constitution. Vous avez dans cette déclaration évoqué la nécessaire unité nationale et le fait que l'État doit sauvegarder l'unité territoriale et l'unité du peuple. Comment cela peut-il être possible quand on sait que l'entité sioniste occupe des parties du territoire syrien et provoque des divisions sur la base de communautés. سيدة بهية مارديني، يتم الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري بعد أن انتهت اللجنة صياغة العمل به، مؤكدة التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب. كيف يمكن إثبات هذا الالتزام في ظل محاولات تشتيت سوريا من خلال مكوناتها أقصد، والسطو على الأراضي من طرف الكيان الصهيوني؟ نعم، في الواقع موضوع Alors, en ce qui concerne les tentatives de fragmentation de la Syrie en fonction de ses composantes, je pense qu'il est extrêmement difficile qu'un tel scénario se produise. Les différentes communautés syriennes sont profondément enracinées dans l'unité nationale. Et tant la présidence que le gouvernement œuvrent actuellement à maintenir le dialogue avec l'ensemble des composantes du pays. Nous avons récemment assisté à un accord entre les forces démocratiques syriennes et la présidence syrienne, qui marque une nouvelle étape dans le processus de réconciliation. De même, nous avons constaté un rapprochement entre les différentes factions kurdes, ce qui constitue également un progrès important. Il est indéniable qu'il existe des divergences au sein des communautés, que ce soit entre les Kurdes ou entre les Druzes, mais les Syriens ont un sens aigu de leur appartenance nationale. Ces questions sont intimement liées à la transition en cours et j'ai bon espoir que la situation s'améliore. Quant à l'occupation israélienne et ses incursions dans les régions de Quneitra et Daraa, il incombe à la communauté internationale de réagir fermement. Nous avons déjà observé des condamnations de la part de la Jordanie, des pays arabes et du Conseil de coopération du Golfe. Toutefois, il est impératif que la communauté internationale et l'administration américaine imposent des limites claires à Israël. On ne peut tolérer que de nouveaux fronts s'ouvrent successivement, tantôt à Gaza, tantôt contre le peuple syrien. La poursuite des agressions à Gaza et en Syrie, notamment à Quneitra et Daraa, est inacceptable. Nous appelons donc l'administration américaine et la communauté internationale à nous laisser l'opportunité, en tant que Syriens, de reconstruire notre pays et d'y rétablir une stabilité durable. الولايات المتحدة الأمريكية عفوا سيدة باهية مارديني عذرا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف إسرائيل ورأت كيف إسرائيل تقوم عدم تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات. كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
En réalité, j'ai pu constater à plusieurs reprises des messages du président syrien affirmant son attachement à la stabilité et sa volonté d'éviter toute guerre avec Israël. Il a tendu la main à plusieurs reprises en faveur de la paix et il appartient à l'administration américaine d'en prendre acte en tant qu'allié d'Israël. J'en appelle donc au président Trump et à son administration, laissez la Syrie se donner les moyens d'offrir un avenir meilleur à son peuple. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une opportunité historique, que ce soit pour le peuple syrien, le gouvernement ou la nouvelle présidence, une opportunité de ramener la paix et la stabilité dans toute la région. Œuvrons donc dans le calme et œuvrons à mettre un terme aux agissements d'Israël. سيدة بهية مارديني شكرا لقبول الدعوة شكرا لكم Merci infiniment madame, merci d'avoir été avec nous. شكرا. Behia Mardini, membre du comité chargé de rédiger la déclaration de la nouvelle constitution syrienne. Elle était avec nous à partir de Damas. Après plusieurs années d'exil, Behia Mardini est revenue en Syrie il y a de cela quelques mois. Moscou, par la voix du porte-parole du Kremlin, dans un message à l'adresse du président syrien par intérim Ahmed Shara, rappelait que la Russie est prête à s'engager avec lui dans une coopération pratique sur l'ensemble des questions à l'ordre du jour afin de renforcer les relations russo-syriennes traditionnellement amicales. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré début mars qu'il souhaitait voir un pays uni et amical dont l'instabilité risquerait d'affecter l'ensemble du Proche-Orient. La situation actuelle en République arabe syrienne reste, bien sûr, complexe. Nous maintenons des relations avec toutes les factions qui contrôlent la situation sur le terrain, ainsi qu'avec tous les pays de la région. La grande majorité d'entre eux nous disent qu'ils seraient intéressés à ce que nos bases militaires en Syrie restent. Je ne sais pas. Nous devons réfléchir à cela, car nous devons décider comment nos relations se développeront avec les forces politiques qui contrôlent actuellement et contrôleront à l'avenir la situation dans ce pays. Moscou, rappelons-le, possède 2 bases militaires stratégiques en Syrie et comptait parmi les principaux soutiens de Bachar el-Assad. Avec nous, à partir de Moscou, monsieur Dimitri Babich, analyste politique, expert en relations internationales auprès des agences de presse russes. Monsieur Dimitri Babich, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Babich, que peut aujourd'hui amener la Russie à la Syrie? La Russie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer la situation des Syriens? Il est clair que toute intervention militaire est hors de question. Monsieur Assad a quitté le pays, donc qu'il vive avec sa famille à Moscou. Ce qu'on peut faire pour le peuple syrien, c'est faire avancer la coopération économique, parce que n'oublions pas cela, il y a des millions de gens en Syrie qui sont mal nourris. Peut-être on peut utiliser le moment l'Ouest a levé les sanctions contre la Syrie. C'était pas la Russie, c'était pas Assad qui ont imposé ces sanctions économiques contre la Syrie. C'était malhonnête ce qu'a fait les auteurs de ces sanctions. C'est très cruel. Il y a des gens qui souffrent. Donc, peut-être maintenant, quand les sanctions sont levées, la Russie peut revenir en Syrie avec l'aide économique, avec l'aide technologique, avec l'éducation technique. Il y a beaucoup de Syriens qui ont étudié en Russie. Donc, on peut aider. On va faire tout pour améliorer la situation des Syriens. Monsieur Dimitri Babich, Vladimir Poutine a également souligné la volonté de la Russie de renforcer ses relations historiques et amicales avec la Syrie. Rappelons que des accords d'amitié ont été renouvelés tout récemment. La Russie a été le premier État à reconnaître la Syrie comme État indépendant en 1943. Que deviennent ces accords d'amitié, monsieur Dimitri Babich? Je ne vois pas aucun problème dans le maintien de ces accords, parce que la famille Assad
est venu au pouvoir au début des années 70. Avant, il y avait un autre gouvernement avec lequel on a signé des accords. Donc, les gouvernements viennent et partent. Et l'amitié russo-syrienne doit rester. Si il y a un espoir de gagner la justice par la force militaire, on utilise la force militaire. On a utilisé cela pour cette guerre préventive contre le soi-disant État islamique à 2015, à 2016. Maintenant, quand il y a un nouveau gouvernement en Syrie, espérons qu'il n'aura pas de liens trop étroits avec l'État islamique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont déjà gagné. Nous pouvons coopérer économiquement avec eux. C'était la même chose entre Poutine et, par exemple, Géorgie. Quand Géorgie a attaqué l'Ossétie du Sud en 2008, on a aidé l'Ossétie du Sud pour éviter le génocide contre la population locale. Maintenant, c'est toujours le président Poutine qui a béni, sans l'afficher, le rapprochement nouveau entre la Géorgie et la Russie. Je cite cet exemple pour vous expliquer. Pour nous, les Russes, la guerre, c'est pas notre choix. La guerre, c'est la dernière méthode qu'il faut utiliser quand il n'y a pas d'autre méthode. Quand il y a espoir pour la victoire. Quand il est possible de travailler de manière paisible, d'aider économiquement, on agit de manière paisible. Enfin, il faut tout de même le dire. Paix, on fait l'économie. Oh oui, monsieur, voilà, c'est ça. Vous faites la paix, vous faites l'économie, mais tout de même, il n'y a pas de bons samaritains dans les relations internationales, monsieur Dimitri Babitch. Tartous, rappelons-le, est nécessaire pour soutenir le déploiement du détachement naval russe en Méditerranée, et la base aérienne de Hmeimim permet la projection des forces et d'influence vers l'Afrique. Ce sont des cartes dont Moscou disposait jusqu'à présent et que Moscou ne va pas mettre de côté. Je dirais que oui, il n'y a pas de bons samaritains dans les relations internationales, mais il y a quand même des amis et il y a la solidarité des gens de l'humanité. Il y a cette solidarité. Oui, c'est vrai, ça c'est existe, vrai. C'est malgré vrai. tout. Donc, avec les Syries, il y a des Syriennes chrétiennes qui viennent à Moscou, il y a des Syriennes musulmanes, il y a des Syriennes aléoïdes. Ils sont tous nos amis. En ce qui concerne la base à Tartus, espérons que le gouvernement à Damas va comprendre qu'il leur faut un bilan des forces dans la région. La prépondérance israélienne et américaine, tôt ou tard, ça va être dangereuse pour le gouvernement à Damas. Donc, pour faire le bilan, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, il leur faut des relations avec Moscou. Et maintenant, il est très, très facile pour eux de garder ces relations avec Moscou. Ne chassez pas les Russes de Tartus, ne détruisez pas ce qui a été créé par un autre gouvernement. Et je crois qu'il y a des signes que le nouveau gouvernement le comprend. Sinon, ils vont agir comme beaucoup de gouvernements dans les régions qui ont fait des terribles erreurs qu'on pouvait éviter. Par exemple, l'Iran. L'Iran, dans les premières années de la révolution, ils ont chassé les Russes de l'Iran. Il n'y avait pas de relations diplomatiques entre l'Union soviétique et l'Iran. Et après, les Iraniens ont découvert que c'est possible. Nous ne sommes pas des chiites, nous ne sommes pas des musulmans radicaux, mais nous aimons les Iraniens. Nous voulons coopérer avec les Iraniens. Par ailleurs, monsieur Dimitri Babitch, vous dites que vous n'êtes pas chiite, vous n'êtes pas iranien, mais vous voulez coopérer avec toutes les parties. Une autre partie qui s'est exprimée à ce sujet, Benjamin Netanyahou a dit qu'il fallait que la Russie reste en Syrie. Comment réagissez-vous à ce propos? Comment lisez-vous ces propos? Je crois que M. Netanyahou a perdu sa voix. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est terrible ce qu'il fait. Il continue de bombarder la Syrie, il continue de détruire le potentiel militaire syrien
en tuant des gens, en détruisant les peu moyens de défense que les Syriens ont dans leur disposition. Ça, c'est très mauvais. La situation est un peu plus compliquée que le décrit M. Netanyahou. M. Netanyahou nous vendait, depuis la fin des années 90, cette version, voilà, l'Israël toute seule contre l'État islamique. Non, Israël coopère avec l'État islamique en Syrie. Vous parlez d'autres pays. Israël coopère avec les groupes radicaux qui ont été ou qui sont implantés dans la région, évidemment. C'est ce que je dois comprendre par votre propos. Oui, bien sûr, mais c'est pas seulement les radicaux israéliens. C'est le gouvernement israélien qui a soutenu l'État islamique et plusieurs groupes radicaux en Syrie pendant la guerre civile dans les années 2010 en Syrie. C'est un fait établi qui n'est pas même dénié par l'Israël. Ni par les États-Unis. Donc, il est vraiment difficile de déchiffrer les déclarations de M. Netanyahou. Mais s'il dit qu'il n'est pas contre les bases russes en Syrie, ok, espérons qu'il n'est pas, qu'il n'est pas hypocrite, qu'il ne fait pas d'hypocrisie quand il dit cela. Précisons à nos auditeurs que les bombardements israéliens sur la Syrie ne datent pas d'aujourd'hui, mais que des sites ont été bombardés bien avant la chute de Bachar al-Assad. À propos de Bachar al-Assad, Monsieur Dimitri Babich, est-ce qu'il vous semble que Moscou va livrer Bachar al-Assad comme le demande aujourd'hui Damas? Jamais, on ne va pas faire cela. Malheureusement, je dois vous dire que ces bombardements israéliens des bases syriennes, c'est tout neuf. On le fait depuis l'arrivée au pouvoir. Non, des responsables. Al-Shara. Ça continue. Pardonnez-moi. C'est ça l'absurde. Pardonnez-moi. Des responsables du Hezbollah, des responsables palestiniens ont été pilonnés quand Bachar al-Assad était au pouvoir. Le consulat iranien à Damas a été pilonné par l'aviation israélienne quand Bachar al-Assad était au pouvoir. Soleimani a été assassiné lors d'une frappe quand Bachar al-Assad était au pouvoir à Damas. Donc, ce ne sont pas des frappes qui datent d'aujourd'hui, Monsieur Dimitri Babich. Non, ces frappes, ils avaient lieu sous le gouvernement de Bachar al-Assad, mais les frappes continuent. Voilà, nous sommes d'accord. Les dernières informations qui nous viennent de Syrie, c'est absurde, mais le nouveau gouvernement de Syrie, il ne proteste pas. Les frappes continuent. Je vous l'accorde. Monsieur Dimitri Babich, à Riyad, Grigori Karasin, un sénateur et ancien vice-ministre des Affaires étrangères, et Sergueï Besseba, un ex-poids lourd, c'est comme ça qu'il est qualifié, du FSB, conduisent la délégation diplomatique russe. Que représentent ces deux personnalités? Pourquoi le choix est-il tombé sur cet ancien ponte du FSB? Monsieur Karasin était l'ambassadeur russe à Grande-Bretagne. Oui. Il est anglophile, il parle très bien anglais, il avait beaucoup d'amis libéraux à Moscou, il est un homme du monde, mais il est patriote quand même, oui. Et l'autre personnage, vous l'avez décrit exactement, un officier, un conservateur, comme tous les militaires, mais la Russie est un pays divers. Il y a des groupes divers en Russie qui coopèrent. Nous avons des soldats et nous avons des hommes du monde. Donc, ici, à Riyad, on voyait les deux visages de Russie. Il y a un libéral et il y a un conservateur. Il n'y a rien d'étonnant dans cela. Donc, on va dire un équilibre entre la diplomatie, le sécuritaire? Voilà, vous l'avez dit exactement. Parce que rappelons tout de même que Sergueï Besseba, qui est un poids lourd du FSB, à 70 ans, il est tombé un moment en disgrâce, c'est comme ça que les choses ont été présentées, il est aujourd'hui rappelé compte tenu de son expérience du renseignement. Ça, je ne savais pas tous ces détails. Il est une figure beaucoup moins publique que M. Karasin. Oui. Mais M. Karasin est une figure très publique. Et encore une fois, il y a une certaine ironie dans cela.
mais les ambassadeurs russes à Grande-Bretagne, ils avaient toujours une relation très souple, une attitude très amicale envers l'Occident. Malgré l'hostilité de la Grande-Bretagne envers la Russie pendant les dernières 30 années, il y a beaucoup de Russes qui continuent d'aimer les Anglais, la culture anglaise. On aime la poésie anglaise, on aime Shakespeare. Et donc, pour moi, M. Karasin, il représente ce visage amical de la Russie. Les diplomates qui sont en poste, on va dire un peu particulier et un peu sensible, adoptent le profil des populations locales. C'est l'Occident qui est rompu avec la Russie. Dès que ce sera possible, on va être des amis dans un certain cadre, dans le cadre de ce qui nous va permettre à l'Occident. Si l'Occident reste hostile, il n'y a rien que nous pourrons faire. Monsieur Dimitri Babitch, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes analyste politique, expert en relations internationales auprès des agences de presse russes et vous êtes avec nous, ou vous étiez avec nous à partir de Moscou. Merci beaucoup, monsieur Babitch. Merci, à très bientôt. Je l'espère. Au revoir. Le président américain déclare que de très mauvaises choses vont se produire en Iran si les dirigeants de ce pays ne signent pas un nouvel accord sur le nucléaire. Toutefois, rappelons que durant sa campagne, Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il se donne pour but de disposer d'une armée forte pour éviter les guerres. L'Iran figure en bonne place sur ma liste de choses à surveiller. Et comme vous le savez probablement, j'ai envoyé une lettre tout récemment et j'ai dit, vous allez devoir prendre une décision d'une manière ou d'une autre et nous allons devoir soit parler, soit régler le problème, où de très mauvaises choses vont arriver à l'Iran. Et je ne veux pas que cela se produise. Une attaque contre l'Iran aurait un impact certain sur l'ensemble de la région, et cela les Iraniens et les Américains le savent trop bien. Une attaque par des bombardiers B-2 sur les infrastructures nucléaires iraniennes détruirait les sites visés et libérerait de la radioactivité, mettant en danger la vie de dizaines de millions de personnes en Iran et de centaines de millions au-delà. L'intention de Trump de bombarder l'Iran expose non seulement l'entité à une contre-attaque massive de l'Iran, mais met en danger également l'ensemble des troupes américaines présentes dans la région à moins de 4000 km de l'Iran. Les Iraniens avertissent ainsi la communauté internationale. Ils menacent de nous attaquer, ce qui ne nous semble pas très probable, mais s'ils commettent le moindre méfait, ils recevront certainement une forte riposte. Avec nous en ligne, monsieur Michel Makinski, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes conférencier de renommée internationale, spécialiste dans les questions économiques et politiques liées à l'Iran. Monsieur Michael Makinski, quels sont les scénarios aujourd'hui en perspective face aux menaces prononcées notamment par la Maison-Blanche? Alors, parmi les scénarios possibles, il est plus probable qu'on soit en présence d'un feu vert possible donné à Netanyahou de lancer ses frappes. La question qui se pose, c'est de savoir si ce sera tout seul ou avec participation américaine. Ça, c'est une chose. Oui. Deuxième point, probablement, les objectifs ne sont pas ceux qui sont annoncés. En réalité, Netanyahou brandit le danger nucléaire lié au progrès du programme nucléaire iranien. En réalité, il y a lieu de penser que les vrais objectifs sont les infrastructures critiques, en particulier pétrolières et les grandes infrastructures, histoire de casser le pays et de le mettre à genoux. Sachant que Netanyahou sait très bien que des bombardements sur des sites nucléaires iraniens, au mieux ralentiraient le programme et de toute façon ne l'arrêteront pas. Ça, c'est un premier point. Oui. Le second point, c'est effectivement les développements récents où on voit que les États-Unis ont prépositionné des bombardiers sur l'île de Diego Garcia, qu'un second porte-avions se dirige vers la zone.
Et donc, on peut comprendre qu'il y a une accélération de la pression en direction des Iraniens. On a en fait deux trajectoires qui seront la trajectoire américaine qui voudrait aboutir à un deal rapidement avec l'Iran et la trajectoire de Netanyahou qui a absolument besoin d'une victoire, que ce soit au-delà des Palestiniens, le cas échéant sur les Iraniens. Parce que ce qui est en jeu pour Netanyahou, c'est sa survie politique. C'est juste. Dès qu'il y a un arrêt des hostilités, il saute et il va en prison. De son côté, Téhéran indique que le pays n'entrera pas en conflit avec les États-Unis. Le président iranien dit ne pas vouloir entrer en conflit avec les États-Unis. C'est un message à l'adresse de Trump ou de Netanyahou? C'est un message qui n'est pas le premier. Ça fait déjà presque 1 an que les Iraniens demandent l'ouverture de discussions nucléaires aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence économique et qu'il a besoin de recevoir une partie des fonds gelés pour pouvoir soutenir l'économie. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ? Non pas le retour à l'accord de juillet 2015, mais le retour à l'arrangement technique qui avait été conclu le 4 mars 2023 avec Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, pour permettre des visites supplémentaires et plus de possibilités de monitoring. Ce compromis avait été bloqué. Et donc, c'est de cela dont il s'agit, à savoir ce qu'on pourrait appeler des baby steps, consistant à un retour vers ce compromis en échange du dégel partiel d'une somme d'argent bloquée, par exemple, en Corée du Sud. C'est ça qui est en jeu. On sait qu'il y a des négociations indirectes qui se poursuivent probablement à Oman, probablement également aux Émirats arabes unis et peut-être au Qatar, en vue d'explorer une solution dans cette direction. Mais les menaces qui viennent d'être amplifiées par les États-Unis et Netanyahou troublent ces discussions car les durs du régime font pression sur le guide pour y renoncer et pour dire que de toute façon, on ne peut pas négocier avec les Américains. Sans doute que c'est vrai, Monsieur Makinski, puisque la chaîne israélienne, la chaîne 14, indique qu'une attaque de vaste ampleur contre l'Iran serait actuellement en préparation. La chaîne précise que l'opération pourrait être menée, indique-t-elle, par Israël seul, par les États-Unis ou de manière conjointe. Est-ce que l'Iran a raison au final de ne pas vouloir entrer dans un conflit frontal? Les durs, ou en tout cas pour vous reprendre, les durs iraniens n'ont-ils pas raison de prévenir et de se préparer à toute éventuelle attaque? Le problème, c'est que cette position n'est pas tenable parce que l'Iran est d'une très grande vulnérabilité depuis que cette vulnérabilité a été mise au grand jour par la neutralisation d'un outil antimissile S-300 qui a montré que l'Iran ne peut pas se défendre contre ces frappes. Et c'est ce qui accroît la tentation chez Netanyahou de frapper un grand coup en disant « nous avons une fenêtre d'opportunité pour abattre l'Iran ». Et donc l'Iran n'a pas du tout intérêt à ceci. Doit-on dire que ce qui se joue aujourd'hui va au-delà de la seule question nucléaire? L'enjeu, n'est-ce pas une reconfiguration stratégique du Moyen-Orient? Et donc, pour ce faire, il faut impérativement affaiblir l'Iran qui reste le seul maillon tenable dans la région. C'est pas ce que je dirais. Pour moi, il y a un acteur qui a beaucoup de cartes en main, c'est l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a conclu un accord très important le 10 mars 2023 avec l'Iran en vue d'organiser une baisse de la tension bilatérale et au niveau de la région. Ceci parce que l'Arabie Saoudite en a besoin pour le développement de son économie puisque le plan Vision 2030 ne donne pas tous les résultats attendus. Et donc, l'Arabie Saoudite est probablement le seul acteur à pouvoir persuader l'Iran d'un côté, Israël de l'autre et les États-Unis de faire preuve de modération et de pragmatisme.
Donc paradoxalement, ce serait l'Arabie Saoudite qui jusqu'alors était pas tout à fait un allié de l'Iran. C'est l'Arabie Saoudite qui pourrait dissuader Israël et les États-Unis de mener une frappe contre l'Iran. Il est certain que c'est probablement le seul acteur qui est en mesure de dire à Israël et à Washington que ce serait une très mauvaise idée, y compris pour leurs intérêts propres, de se lancer dans cette aventure. Et inversement, de l'autre côté, l'Arabie Saoudite est pour le seul acteur capable de convaincre sérieusement l'Iran qu'il a absolument intérêt à trouver un compromis, même à minima, avec les Américains. Monsieur Michael Makinski, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu nous accorder de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt, j'espère. Michael Makinski est chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et à l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Makinski est l'auteur de nombreux articles sur l'Iran, notamment dans Politique étrangère, Euro-Orient et les clés du Moyen-Orient. Ont participé à ce programme Dimitri Babitch, analyste politique, expert en relations internationales auprès des agences de presse russes. Behia Mardini, membre du comité chargé de rédiger la déclaration de la nouvelle constitution syrienne. Michel Makinski, conférencier de renommée internationale, spécialisé dans les questions économiques et politiques liées à l'Iran. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marima Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.